Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine pour commenter des faits d'actualité nationaux et internationaux et pour développer aussi une partie de déconstruction. En ce qui concerne l'actualité nationale, nous allons nous arrêter sur une décision de justice appelant à expulser des familles martiniquaises de leur maison à Saint-Joseph. Pour la partie internationale, nous allons commenter la recrudescence des cas de Covid en France. Et en deuxième partie, la déconstruction, nous allons revenir sur un thème que nous avons déjà développé, mais nous pensons qu'il doit être remis sur la table puisqu'il s'agit de comprendre l'explosion des violences dans la société. En effet, cette semaine-là, nous avons été abreuvés de cas dans les actualités, soit des actes individuels, soit des questions plus globales, et nous voulons revenir sur l'analyse que nous faisons de cette problématique-là. Alors, nous allons commencer avec cette fameuse décision de justice qui ordonne l'expulsion de familles de leur maison à Saint-Joseph. C'est une retransmission d'une vidéo de La Soupamar, que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook, qui nous a interpellés, puisque cet événement n'a été abordé dans aucun grand média, je mets le grand entre guillemets. Il s'agit de désigner les services publics ou les chaînes privées qui ont la plus grande échelle. Et donc, ces médias n'en ont pas parlé, et on pourrait penser qu'il s'agit là d'un fait divers entre propriétaires et occupants. Non, parce que en réalité, c'est une situation qui est coutumière dans l'ensemble des communes de Martinique et qui pose la question de la propriété en Martinique. Alors, sur les faits, il s'agit de gens qui ont des titres de propriété, des justificatifs qu'ils sont dans un espace et dont la propriété est contestée par des propriétaires qui ont commencé un lotissement et qui souhaiteraient l'agrandir. Je ne donne pas plus de détails. Les documents et les témoignages présentés par la présidente de la Soupamar de la vidéo en question sont assez significatifs. Mais je veux revenir sur cela, comme je l'ai dit, parce que c'est la question de la propriété, du rôle des institutions face aux contradictions qui est ici posée. Avant toute chose, je veux rappeler que depuis les années 70, de nombreuses organisations politiques, associatives, écologistes ont mené des combats pour faire respecter le droit à la propriété des Martiniquais, des couches populaires en tout cas, puisque c'est lui qui est piétiné. Je pense par exemple aux occupations de terre qui se sont déroulées à Sainte-Marie, à Fougainville, un peu partout en Martinique, qui ont permis parfois que les occupants arrivent à avoir des régularisations de leur situation. On peut parler des différents combats individuels ou collectifs menés par la Soupamar sur cette même thématique. On pense aussi aux habitants de Pékin qui voient leur situation plus ou moins réglée actuellement. Mais en ce qui concerne notre propre organisation, le CNCP, Conseil national des comités populaires, depuis l'origine, nous avons participé à de très nombreux combats sur cette question-là pour rétablir le droit de propriété des couches populaires. Je pense à Caz, qui a été le premier grand combat que nous avons mené au Vauclin, où tout un quartier était menacé d'expulsion pour que un grand propriétaire récupère les terres. Le combat a été victorieux, les gens sont restés dans le quartier. Je pense à une deuxième bataille qui a été menée dans le quartier Ressources au Lamentin, où des gens qui vivent là depuis au lendemain
de l'abolition de l'esclavage, hein, se voient un jour menacés d'expulsion. La lutte a été dure, mais après une quarantaine d'années, nous en arrivons au résultat puisque les gens commencent à avoir leur titre de propriété. On peut parler également de cette glorieuse lutte des habitants de Bouchette, qui sont là aussi depuis l'abolition de l'esclavage, puisque c'était des Indiens qui avaient été engagés par contrat pour remplacer la main-d'œuvre esclavagisée qui refusait de retourner sur les habitations. Et ces gens-là, qui normalement devaient retourner dans leur pays après 3 ans, avaient été grugés et beaucoup ont dû rester s'implanter ici. Eh bien, ils se voyaient un jour menacés d'expulsion par le Béquet, c'est un yacht, qui avait l'intention de faire un grand rush à la place du quartier. La lutte a été très dure puisque même des nervis, 27 nervis armés de fusils et d'armes blanches étaient venus pour terroriser le quartier. Ils ont dû battre retraite parce que les habitants et les militants étaient en position de force. Et donc, aujourd'hui encore, les résultats sont en train d'être acquis puisque les habitants sont en train de recevoir leur titre de propriété. Pour dire que c'est une question rémanente, une question globale qui met en lumière la formation du tissu social de Martinique. Le premier point sur lequel je veux attirer l'attention, c'est la partialité des institutions. Parce que dans tous les procès, on a vu la justice donner raison aux grands propriétaires, aux gens qui essayaient de récupérer la possession des habitants des quartiers. On a vu également des gendarmes persécuter les occupants pour essayer d'accompagner les tentatives d'expulsion. Non seulement sur les habitations, mais même dans des cas privés. Je vais revenir sur le rôle des gendarmes. Et je veux parler de la complicité de l'administration à travers l'exemple de l'affaire Barbos aux Anses-d'Aulnay. Une dame qui a son restaurant, qui a des locations pour touristes, qui a une petite supérette, tout à fait en règle, qui a ses titres de propriété, et harcelée par un Français qui habite de l'autre côté de la route nationale, qui a l'appui d'un adjudant de gendarmerie pour tenter d'expulser, de faire condamner cette dame, et avec une vision de récupérer l'entreprise de la dame. La complicité du gendarme consistait à venir tous les jours donner une contravention à Madame Barbos, à la persécuter. Elle met un petit panneau indiquant la direction pour venir à son établissement, elle reçoit une contravention, etc. Vraiment une persécution. Et quand cette plainte-là va au tribunal, les juges trouvent les moyens de donner raison aux persécuteurs. Donc, la lutte a été gagnée aussi parce qu'il y a une très grande mobilisation et qui a fait que le gendarme en question a dû bouger. Le Français qui prétendait s'accaparer de l'entreprise a disparu de Martinique, comme quoi la lutte paie. Mais pour continuer à donner l'exemple de la partialité des gendarmes, des forces de l'ordre, je veux parler d'une entreprise qui avait été menée. Il y avait une cellule organisée dans laquelle on retrouvait un avocat français qui, par ailleurs, a été le représentant du Rassemblement national en Martinique. Un adjudant, il y avait un magistrat qui fréquentait le lieu et vraisemblablement, il y avait des connexions avec certains notaires. Et donc, ces gens-là recensaient les propriétaires de maisons qui étaient sur les 50 pas ou certaines terres d'habitation. Ils conseillaient à des Français qui arrivaient ici d'aller louer les maisons en question
Et puis, au bout de 2 mois, les personnes arrêtaient de payer le loyer en disant, vous n'avez pas le droit de louer parce que vous n'avez pas de titre de propriété sur le terrain sur lequel la maison était plantée. Et donc, manifestation, procédure judiciaire qui condamne les propriétaires de maisons, des gendarmes qui vont chez l'habitant pour interdire aux propriétaires de passer devant sa maison réclamer son loyer ou quoi que ce soit, parce qu'il harcèle l'occupant. Donc, des délinquants sont protégés contre des propriétaires par des forces de l'ordre. Ça, c'est une réalité. Alors, la chose s'est arrêtée parce que les militants, essentiellement de notre organisation et beaucoup de gens de la population se sont organisés pour vider les maisons qui avaient été occupées. Il y a eu des risques de tension très, très, très forts pour ne pas aller plus loin, mais avec le succès de ces opérations-là, qui consistaient à mettre dehors les locataires indélicats et de restituer par la force du peuple les maisons propriétaires, eh bien, l'affaire a tourné court et la cellule a été dissoute. Pour vous dire que les institutions accompagnent et des gens indélicats dans le cadre justement du suprémacisme colonial. Et c'est là que je veux parler que cela est très lié avec la question du génocide par substitution. Quand même, je dois insister sur le fait, je l'ai dit tout à l'heure, que tous les notaires ne sont pas des délinquants, mais il y en a qui ont accompagné ces opérations. Qu'il y a aussi des géomètres qui ont travaillé pour le compte de grands propriétaires en violant les droits, en truquant le travail qu'ils faisaient. Je donne un exemple qui me tient à cœur pour montrer le rôle de certains géomètres. Et j'envoie là un message, ou du moins j'ai très grande pensée pour une militante âgée, Suzanne, qui était de toutes les manifestations, qui a milité en France aux côtés des sans-papiers et tout, des déshérités, et qui arrive ici, achète un petit terrain de 400 mètres carrés pour construire une petite maisonnette pour vivre la fin de sa vie. EDF vient installer un poteau au milieu de son terrain. Elle n'a jamais pu avoir gain de cause. Elle est décédée sans avoir pu récupérer son terrain. Et je fais allusion à cela parce que un géomètre à qui elle avait donné de l'argent pour suivre son dossier a appelé la police à son encontre quand elle est venue dire « Vous ne faites rien pour moi, donnez-moi mon dossier ». Donc, pour dire qu'il y a des géomètres, il y a des notaires qui ont participé à cette affaire-là et qui cautionnent le génocide par substitution. Alors, je veux parler de quelques aspects du génocide par substitution qui a cours en Martinique. Il se manifeste par le fait que des offres d'achat avec des sommes importantes qui sont faites à beaucoup de gens dans les quartiers populaires. Cela a été fait aussi pour des fonds de commerce. Hein. Vous recevez des lettres d'Europe. Nous sommes intéressés par votre fonds de commerce. Une petite boutique de quartier, nous sommes prêts à l'acheter. Et pour les terrains, on démarche et on vous donne des sommes très importantes pour le terrain, plus que la valeur du terrain. Première question, ces gens qui font le démarchage-là, de qui détiennent-ils les adresses, les listes de ceux qu'ils vont contacter? Je vous laisse y répondre. Mais deuxième chose, que sur cette affaire de vente, il y a d'énormes difficultés dans le peuple martiniquais, financièrement, au point de conditions de vie. J'attire l'attention sur les compatriotes qui criminalisent ceux des Martiniquais qui sont contraints de vendre leur terrain en disant « Ah, vous êtes des traîtres à la patrie, c'est vous qui faites qu'il y a le génocide par substitution ». Ces gens-là ne pointent pas du doigt la politique globale de génocide, ils ne réagissent pas contre ça, ils ne luttent pas, mais ils trouvent un prétexte
que ce sont les Martiniquais qui vendent les terres qui sont coupables. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir un ou deux individus, une extrême minorité d'aliénés qui tiennent des propos à mais ça, c'est vraiment pas le peuple martiniquais. Et je pose la question à ceux qui font ce reproche-là à notre peuple, si vous étiez endettés jusqu'au cou, vous aviez des enfants qui fassent des études en France et à qui vous devez envoyer 1 000 € par mois, que vous êtes étranglé par le fisc si vous êtes petit artisan, vous vous voyez menacé de saisie de tous vos biens et que vous décidez de les vendre, pour pouvoir sortir de la tête de l'eau, est-ce que vous auriez accepté ou vous auriez refusé? Vous pouvez dire, ouais, mais ils auraient pu chercher un voisin, un Martiniquais, un parent pour vendre. Je vous dis, est-ce que les banques aident les Martiniquais qui demandent des prêts pour aller acheter des terrains en Martinique? Si vous êtes dans le cas, vous démarchez, puis la personne dit, oui, d'accord, je ne peux pas avoir de prêt, et puis quand vous êtes étranglé, est-ce que vous n'allez pas vendre? Arrêtons cet autodénigrement qui nous fait cacher notre inaction en blâmant les victimes de cette politique. Je pense également à cette offensive qui a été faite par un certain nombre d'investisseurs qui démarchent les personnes âgées en connaissant leur adresse. Je vous demande de savoir comment. Et puis, qui vont dire, bon, vous n'avez pas d'héritier, vous êtes en difficulté, nous prenons en charge la réfection de votre maison, nous vous donnons une somme mensuelle, et puis, vous signez un papier pour dire qu'à votre décès, vous aurez, la maison passera en notre possession. C'est l'histoire du viager détourné. Donc, c'est une chose organisée en Martinique. Organisée aussi, cette escroquerie à la loi du trentenaire. Vous savez, la loi du trentenaire, c'est une loi qui permet à des gens de faire une demande de titre de propriété en prouvant, avec témoin à l'appui, qu'ils vivent là depuis 30 ans, plus de 30 ans, pacifiquement, que la terre n'a jamais été réclamée par personne. Et donc, par ce biais-là, certains anciens occupants ont pu avoir un titre de propriété trentenaire. Ça devient de plus en plus difficile. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des expatriés français qui viennent et qui font de fausses déclarations avec de faux témoins pour demander un titre de propriété sur la base du trentenaire. Tout cela fait partie d'une offensive, celle que nous appelons le génocide par substitution. Et donc, nous voyons que la question de la propriété est fondamentale dans notre société et qu'il y a urgence à ce que nous posions les vrais problèmes. Alors, quel est le premier problème crucial que nous devons poser? Celui des réparations. Parce que tout ce que nous disons sur le titre de propriété qui a donné le cadastre, etc., oui, on se bat avec la loi française. Et il y a des inconséquents, des Martiniquais inconséquents qui disent « Ah, la loi, c'est la loi ». Mais on doit poser le premier problème. Qui est propriétaire des terres en Martinique? La grande partie des terres, notamment les mieux placées, est entre les mains de la caste des béquets descendants des maîtres esclavagistes. Comment expliquer cela? Les colons français sont venus, il y avait des habitants à Wanakira, qui s'appelait l'ancien nom de la Martinique. Ils ont tué tout le monde. Ils ont fait un génocide. Donc, il n'y a plus personne. Mais est-ce que le fait de faire un génocide vous donne le droit d'être propriétaire de la terre sur laquelle vous avez tué les premiers occupants? Non. D'autre part, quand les premiers colons sont arrivés et que la plantation de la canne est devenue la production majoritaire dans le pays, ils ne pouvaient pas mettre le pays en valeur. Donc, ils ont kidnappé des gens dans le continent africain, transportés dans des conditions innommables, esclavagisés, surexploités, torturés,
violés, privés de tous les droits, déshumanisés, n'empêche que ce sont ces gens-là, les esclavagisés, qui ont planté, qui ont enrichi, qui ont produit les richesses du pays. Est-ce que le colon a plus de droits sur la terre que ces gens-là qui l'ont construit? Et les anciens colons, les premiers qui avaient fait venir, ce ne sont plus eux, les maîtres. Parce que quand il y a eu les crises sucrières et tout, il y a des Français qui ont racheté, qui ont profité de la crise pour s'imposer en monopole. Donc, ils viennent après que les esclavagisés aient fait utiliser le sol. Quand des imbéciles, il faut le dire, des imbéciles expatriés viennent dire « c'est nous qui vous avons fait venir d'Afrique, donc le tirer c'est à nous », je dis ce sont des imbéciles, mais ce sont des gens qui soutiennent un crime contre l'humanité et eux aussi doivent réparer. Eux aussi doivent être comptables du crime puisqu'ils revendiquent l'esclavagisation. Fermons la parenthèse. Ils ne vont pas arriver. Mais je reviens sur le point de départ, c'est que ceux qui ont fait le pays, ce sont ces gens-là. Pendant l'esclavage, l'État colonial français interdisait le droit de propriété aux Noirs qui fait utiliser le pays. Dans le Code noir de Colbert, il est précisé que l'esclave doit comprendre que tout ce qu'il possède est propriété de son maître. Même si c'est le fruit du travail d'une vente qu'il aurait faite de jardin. Et puis, sur cette base-là, vous venez me parler de loi française, de droit français sur la propriété. Non. Il faut réparation de ce crime. Mais disons, c'était l'esclavage. Après l'abolition de l'esclavage, qu'est-ce qui se passe? Le mystificateur, prétendu libérateur des Noirs qu'on appelle Victor Schœlcher, il envoie un arrêté ici qui dit que l'esclavage est aboli. Après avoir réfléchi, comment obliger les Noirs à continuer à être au pied des maîtres esclavagistes en donnant de l'argent aux esclavagistes pour qu'ils tolèrent que les esclaves ne soient plus sous leur fouet. Mais, premièrement, je le répète toujours, personne ne sait ce qui était dans l'arrêté initial de Victor Schœlcher, parce que Philippot, qui était ici, lui écrit « Quand votre arrêté est arrivé, j'ai dû le modifier pour tenir compte du fait que les esclaves se sont déjà libérés. » Quelles modifications ont été faites? On ne sait pas. N'empêche qu'avec cet arrêté de Schœlcher-là, il y avait 11 autres arrêtés dont on ne parle pas, qui organisaient la dictature des anciens maîtres esclavagistes sur ceux qui avaient conquis leur liberté. Il y avait un arrêté qui créait les ateliers nationaux, qui prévoyait des punitions de la prison pour ceux qui refusaient d'aller travailler sur les anciennes terres d'habitation. Et puis, il faut savoir que de ce Schœlcher-là, sous son égide, ont été organisées des conférences dans toutes les communes qui avaient le but de faire comprendre aux esclaves libérés que leur case, leur jardin restait la propriété des maîtres. Bel libérateur en vérité. Et puis on a son nom dans des rues, dans des lycées, etc. Et puis on vive Schœlcher. Non. J'insiste sur ce fait pour dire que même après la révolution anti-esclavagiste, le droit de propriété de ceux qui ont fait le pays a été nié, refusé par la loi. Et même quand, au prix de grands sacrifices, des Martiniquais anciens esclavagisés, toujours colonisés, arrivaient à acheter des terrains jusqu'à aujourd'hui, 2023. Il y a des gens qui cachent les titres de propriété, qui les détruisent, qui attestent de l'achat de la propriété, disons, des Martiniquais afro-descendants,
pour pouvoir justifier que d'autres personnes s'en emparent. Donc la loi française, c'est une loi coloniale qui ne correspond pas à nos besoins et nous devons imposer la réparation. Je voulais insister sur un dernier point, c'est que pendant la période de colonisation, les Békés, descendants des maîtres esclavagistes, qui avaient maintenu leur domination sur les ouvriers afro-descendants ou indiens, donnaient des salaires de 0,75 francs, de 1 franc, qui étaient minimes. Et les ouvriers faisaient des grèves pour demander l'augmentation. L'armée française tuait systématiquement, à balles réelles, ceux qui demandaient des augmentations de salaire. La dernière tuerie, messieurs et mesdames, les expatriés, date de 1974, où les ouvriers agricoles demandaient le SMIC. On leur a tiré à balles réelles dessus. Et ils prenaient prétexte pour donner ces bas salaires, le fait que je leur ai donné des jardins pour construire leurs cases, pour faire leur manger. Donc, c'est un avantage en nature que je leur ai donné, je ne peux pas leur donner de salaire. C'est écrit dans les livres d'histoire. Sauf qu'ils n'ont jamais remis de titre de propriété. Et qu'aujourd'hui, comme à ressources comme ailleurs, on vient dire c'est la terre du Béké, sortez de là, foutez-moi le camp, espèce-doué, parce que j'ai besoin de faire autre chose, parce que vous n'avez pas de titre de propriété. La loi, c'est la loi pour tout le monde. Ça, on doit exiger réparation de l'État français et des maîtres descendants d'esclavagistes pour que tous ceux qui sont convaincus d'être occupants d'une terre, de cette terre d'habitation ou de ces codes pas, soient indemnisés et reçoivent officiellement leur titre de propriété. Et sur ça, il faut une lutte politique. On ne peut pas faire confiance à l'État français. Je vous donne un exemple que vous pouvez vérifier. Après l'éruption de 1902, les survivants des périodes des régions environnantes ont été déplacés et ont été envoyés par l'État français de la zone de Chelcher-Fonlailly, avec l'engagement que des titres de propriété leur seraient remis dans les mois à venir. Allez vérifier. Cela est écrit dans le journal officiel de la colonie, puisque nous étions encore colonie. Il y a même un numéro du journal officiel de la colonie dont nous avons remis la copie au juge Humbert qui était supposé régler les affaires de ces codes pas, qui disait il y a des gens mal intentionnés qui font courir le bruit que l'État ne respectera pas sa parole. Ce sont des gens qui veulent déstabiliser la colonie. L'État s'est engagé à donner des titres de propriété, vous les aurez. 1903. Dans les années 2000, ces gens-là, les descendants des gens qu'on a placés là, ont été obligés d'acheter les terrains au prix coûtant pour avoir un titre de propriété. On va faire confiance à un État colonial. Il faut lutter pour les réparations. J'ai parlé de l'État colonial, j'ai parlé de la législation, mais je veux un autre aspect, c'est la question du droit coutumier. Toutes les personnes âgées ici savent que la parole de Martiniquais valait de l'or et s'inspirait de la culture africaine. Les personnes qui avaient acheté leur terrain et décidaient, sans papier, sans contrat écrit, Muntala, aidez-moi, c'est lui qui fait manger moi toute la vie, moi, les monter malades, c'est lui qui se fait moi. Manque laisser petit morceau de tête à la baille, il doit faire cahier. Vérifiez près de tous les anciens. Et tout le monde acceptait ça, parce que c'était le droit coutumier. C'était pas la loi française. C'était juste. Eh bien, aujourd'hui, il y a des délinquants qui s'appuient sur le droit français pour dire, vous n'avez pas de titre de propriété, vous n'avez pas de lien de parenté, vous n'êtes pas ceci. Des gens qui avaient bruni leur famille, méprisé leur famille, qui vivaient à l'extérieur, viennent rechercher des papiers. Ah, mais grand-papa, tel, ça, où sont-ils là, etc.
et la justice leur donne raison. Eh bien, nous faut retourner au droit coutumier. Mais pour cela, pour obtenir les réparations, il faut se mobiliser. Pour obtenir des législations justes qui correspondent à la culture du peuple martiniquais, il nous faut avoir une souveraineté politique pour décider des lois que nous allons développer en matière de propriété. Notamment, vérifier les titres de propriété des grands propriétaires qui expulsent des malheureux avec des notaires fiables, soumis au contrôle d'une administration martiniquaise. Tant qu'ils sont honnêtes, il n'y aura jamais aucun problème. Donc voilà ce que nous devons faire, nous battre pour la souveraineté et pour les réparations. C'est ce que m'inspire la question des maisons desquelles on veut chasser les gens à Saint-Joseph. Voilà. Alors, j'avais annoncé le Covid. Est-ce qu'on a le temps de dire deux mots? Oui, on a le temps de dire deux mots. Je cite un extrait d'article de France Antilles qui parle de la santé publique France, qui alerte sur une recrudescence des cas de COVID-19 dans l'Hexagone. En Martinique, la tendance est plutôt à la baisse, mais la vigilance est de mise. Le ministère de la Santé appelle à la vigilance et à l'application des gestes barrières pour diminuer la propagation du virus COVID-19 en France, où une tendance à la hausse des cas est observée dans la plupart des classes d'âge. Selon SOS Médecins, chez les 15-64 ans, plus 4,9%, chez les 65 ans et plus 4,7%. En Martinique, la baisse du nombre de cas confirmés est de 47%. Les indicateurs du SARS-CoV-2 sont globalement stables et à un niveau bas. Alors, pourquoi je cite cela? Parce que quand le peuple martiniquais résistait contre l'injection obligatoire d'un produit expérimental, on a trouvé des pseudo-scientifiques, des politiques assimilationnistes aliénés qui sont venus nous traiter de tous les noms en disant que nous sommes anti-scientifiques, nous sommes des complotistes. Alors que nous disions Big Pharma et il y a des complots. C'est un projet pour fasciser la société. La France est vaccinée majoritairement. Nous sommes arrivés par notre lutte à refuser cette situation. Et aujourd'hui, on vient nous dire que les vaccinés ont une hausse du Covid et puis que nous, c'est stable et il y a une baisse. Pourquoi? Parce que c'est nous qui développions les explications scientifiques. L'organisme humain doit être confronté à des virus pour créer des anticorps. Les vaccins traditionnels connus provoquent la formation des anticorps. C'était bien. Mais là, il s'agissait d'un produit qui remplace la possibilité que le corps même se défende et produise des anticorps. Ça ne marche pas scientifiquement. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont vaccinés sont soumis à des affections Covid. Ont de graves pathologies, pas tous ceux, un grand nombre ont de graves pathologies. Tandis que ceux qui ont fait confiance aux remèdes traditionnels, à la capacité du corps de se défendre, en prenant des précautions, eh bien, ils résistent mieux parce que le corps s'est adapté. Et on voit bien que l'opération d'empêcher de prendre certains médicaments qui étaient jusque-là tolérés, l'empêchement d'aller sur la plage respirer l'iode, qui est une façon de protéger le corps, les amendes et tout ça n'avaient rien à voir avec la protection sanitaire, mais c'était préparer le conditionnement. Je vais vous dire que cela se confirme par le fait que le monsieur Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, il a présenté un projet de loi le 15 novembre au Sénat, qui théoriquement devrait être discuté le 19 de ce mois, dans lequel on prévoit l'article 4 qui dit qu'on va punir d'1 an d'emprisonnement toute personne qui dénoncerait les graves effets indésirables de médicaments ou de vaccins. On sait qu'il y a des médicaments qui ont de graves effets. La semaine dernière, ils en ont enlevé 10 qui se sont révélés dangereux. Le vaccin actuel, on a des preuves qu'il y a des effets secondaires nuisibles. Eh bien, on va vous donner un an d'amende et 15 000 euros si vous dites il y a des effets secondaires graves.
Et dans quel cadre? Dans une loi supposée lutter contre les dérives sectaires. Ça veut dire, si vous dites médicaments, cabamon, bagaille, qui pas bon, dérive sectaire, prison. Il est évidemment clair que c'est du fascisme renforcé qui est là, parce que dans l'étude d'impact qui accompagne ce projet de loi, il est même précisé, on envisage même la censure de tout discours positif sur les pratiques de santé qui mettent en danger Big Pharma. Ça veut dire, si vous dites, prends, qui non ça, ivermectine, tu nuis, tu dis quelque chose contre les médicaments, tu es condamnable. Si tu dis prends Zebapic, c'est ça qui est bon qu'à soigner? Non. C'est une dérive sectaire. Donc, il y a une pétition qui a été faite en France contre cette loi, qui a recueilli 100 000 signatures en 5 jours, pour vous dire que le combat est loin d'être fini. Il y a des plaintes qui sont faites contre les effets indésirables du vaccin dans tous les pays, contre von der Leyen, la présidente du Parlement, qui montre les accointances avec Pfizer et les autres. Donc, ceux qui ont été impressionnés par la propagande effrayée, ne vous retournez pas contre ceux qui disaient « il n'est pas bon ». Dites « ah bon, ils avaient raison », parce que vous n'avez, c'est pas de votre faute si vous avez cédé aux pressions des journalistes, des pseudo-scientifiques, etc., qui nous faisaient croire qu'on allait tuer nos grands-parents si on ne se faisait pas vacciner. Donc, au contraire, il faut vous retourner contre des gens qui nous ont trompés. Il nous faut nous appuyer sur ceux qui avaient déjà averti pour dire, eh bien, actuellement, nous, qui l'ennemi, et puis, combattons-les ensemble. Je ne veux pas être plus long. Je vous remercie de votre attention et dans quelques minutes, je vais entamer la deuxième partie, la déconstruction. On va écouter une petite virgule musicale pour faire la transition.